qui va encore arriver, hein, parce qu'on a eu un grand nombre de confirmations, donc je pense que la salle va un peu se remplir. Donc on passe en revue les 6 banques Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Niger. Donc la présentation va être faite par Laura Tran et le Sénégal, merci. Laura Tran qui est notre directrice des participations donc au niveau groupe, et vous avez 5 directeurs généraux et une DGA pour le Niger qui vont répondre à vos questions. Nous avons aussi notre nouveau directeur régional pour la zone UMOA, qui est le monsieur ici, là, qui s'appelle Rally Lalou, qui a une belle cravate orange. Nous avons la directrice des participations de BMCE, enfin, du groupe, on va dire, Jean-François Montel, le directeur financier, et donc Abderrazak Zebdani, qui est le DGA du groupe. Alors, on va procéder comme suit. Laura va présenter un premier pays. On va prendre 2 questions, pas plus. On va répondre aux questions et on passera au pays suivant. À la fin des 6 pays, si vous voulez revenir sur un autre pays, bien sûr, c'est possible, et on refera un tour de questions. On aura peut-être aussi des questions de gens qui sont connectés, parce qu'on a eu presque 200 participations. Donc voilà, donc on pourra prendre aussi quelques questions à distance. Laura, je te laisse la parole. Tu branches ton micro. Allô ? Oui. Merci Stéphane. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, avant de rentrer dans les banques, je vais commencer par l'environnement, donc économique dans un premier temps. Bon, tant pis, qui devrait être projeté ici. Voilà. Donc en 2023, la zone UMOA ainsi que l'économie mondiale, mais en particulier la zone UMOA a connu un ralentissement de la croissance. Donc on était en 2022 dans les alentours de 5,7% de croissance en moyenne sur la zone. Et en 2023, donc on a baissé à 4,9%. Le niveau de la dette des pays est demeuré élevé, donc il est resté stable mais élevé, avec un niveau d'endettement qui représente 50 à 80% du PIB en fonction des pays. Toujours, je reste concentré sur le MOA, avec une forte exposition à la dette extérieure, donc plus de 60% de la dette pour la plupart des pays, et avec un service de la dette sur le budget qui dépasse en moyenne les 40%, donc ce qui est assez élevé également, et ce qui a des conséquences sur les projets d'investissement dans les pays concernés. Alors ce qu'on peut noter, c'est quand même une baisse du niveau d'inflation générale dans les pays. Donc on est passé d'un niveau de 7 à 12% en moyenne en 2022 à un palier aujourd'hui d'inflation entre 2 et 8%. Donc on revient à des niveaux avant Covid pour certains pays. Il faut noter aussi au Niger, donc suite au coup d'État qui a eu lieu en juillet 2023, la dégradation de la note souveraine du pays. Alors l'inflation, donc comme je vous le disais, elle a baissé, donc notamment grâce aux mesures prises par la BCEAO. Donc depuis 2022, il y a eu 6 hausses successives du taux directeur. Donc comme vous voyez sur le graphique, qui est passé donc sur le guichet primaire de 2% en 2020 donc, et 2,25% en 2022, donc jusqu'à 3,50 aujourd'hui donc sur le guichet primaire, sachant qu'il y a eu 2 hausses en 2023. En parallèle, il y a eu des baisses des injections de liquidités sur la place et la reprise des adjudications à taux variable, donc qui ont eu pour conséquence, notamment pour les banques, donc une hausse des rendements de bons du Trésor. Alors, je passe juste à côté pour vous montrer. Donc là, ce graphique, il vous présente donc la courbe des taux moyennes de l'UMOA sur des maturités de 3 mois, des émissions à maturité de 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Donc la première courbe, c'est en décembre 2022. Vous voyez qu'on était à... Merci. Je vais prendre le 6 mois, par exemple. Donc en décembre 2022, les États, en moyenne, sur l'UMOA, émettaient à 3,17%. Ensuite, en un an, donc en décembre 2023, on est passé à 7,18%. Et en l'espace, même pas 2 mois, parce que là, c'est la courbe de février, donc 2 mois, on est passé à 7,30%. Donc vous voyez qu'il y a eu plus de 400 points de base d'hausse, sachant que la majorité des volumes, comme je le mets ici, se traitent sur le court terme. Donc sur le long terme, on a de moins en moins d'émissions sur le long terme.
Donc je reviens avant, donc ça c'est une des conséquences des mesures prises par la BCEAO. Et la troisième conséquence, donc c'est la baisse du niveau de satisfaction des besoins des banques en termes de liquidité. Donc avant 2023, donc, tout ce qui a été proposé en refinancement auprès de la Banque centrale était servi, donc à hauteur de 100%. Et aujourd'hui, on atteint des niveaux moyens de 75% de refinancement. Alors vous allez le voir ici. Alors ça c'est le graphique qui montre la courbe, c'est l'encours de refinancement sur l'UMOA, donc depuis 2019 jusqu'à fin 2023. Donc là, c'est 4 000 milliards de francs. Donc à partir du Covid, il y a eu une petite remontée des injections. Donc on était dans une bande qui oscillait entre 5 000 et 6 000 millions de francs. À partir de la guerre en Ukraine, donc début 2022, vous avez vu qu'il y a une grande injection de la part de la Banque centrale. Et depuis le début de l'année, donc 2023, on redescend à des niveaux, là on doit tendre vers des niveaux, on pense qu'on va se restabiliser sur un palier de 5 à 6 milliards, 6 000 milliards. Donc le groupe, donc on avait anticipé ça, on en avait parlé d'ailleurs l'année dernière. Donc face à cette baisse d'injection de liquidité, donc le groupe a fait appel à des refinancements externes auprès de bailleurs externes. Donc entre la fin 2023 et le premier trimestre 2024. Donc on a levé 135 milliards de XOF, voilà, dans ce cadre. Et il est possible qu'on lève encore dans le cadre du prochain PTD en fin d'année, début d'année prochaine. Alors ça c'était pour 2023. Alors pour 2024, on y est déjà, hein, donc il y a des perspectives beaucoup plus encourageantes. Ça ce sont les chiffres du FMI et de la Banque fin 2023. Donc la croissance du PIB devrait reprendre en moyenne sur la zone à 7%, donc essentiellement portée par le Niger et le Sénégal, qui sont des pays qui vont développer l'extraction minière des hydrocarbures. L'inflation, comme vous voyez, elle devrait continuer sa tendance baissière, donc on devrait retomber à des niveaux de 2%, donc qui sont plutôt des niveaux normatifs avant Covid. Et comme vous avez pu le constater, donc sur le 2 premiers mois de l'année, il y a eu des émissions obligataires de l'État de Côte d'Ivoire et du Bénin en euros et en devises, enfin en euros et en USD. Donc ce qui envoie des bons signes sur le marché. Donc on voit que les marchés africains sont de nouveau attractifs pour les capitaux étrangers. Alors, au niveau de l'environnement boursier, donc la courbe verte, c'est la performance. Enfin, on a pris BAF en 2020, et là vous avez les performances annuelles. Donc cette année, vous voyez que sur la BRVM, la performance globale a été de 5,4%. En pointillé, c'est le secteur financier, donc 14,5% en moyenne cette année. On voit donc depuis 2021, là, on stagne un peu. Donc les performances des BOA, le secteur financier, pardon, c'est 82% des volumes en 2023 de la BRVM. Et les BOA, elles représentent à L6 20% à peu près de la capitalisation boursière du secteur financier. Alors, du point de vue du groupe, donc on est en 2023, deuxième année du plan triennal de développement, donc 22, 23, 24. Donc on continue les mêmes stratégiques qui sont donc la transformation bilancielle en faveur des PME. Donc c'est un axe qui date du plan précédent, mais qui avait été stoppé à cause de la crise sanitaire. Donc on a relancé l'année dernière et cette année, on continue. On verra que c'est plus ou moins prononcé en fonction des pays. Donc cette année, on a fait plus 16% en nombre de dossiers débloqués. Deuxième pilier de la stratégie du groupe, du plan triennal, donc c'est la digitalisation. Donc le précédent plan triennal consistait à mettre en place les essentiels au sein des banques. Donc c'est les produits essentiels aux clients. Donc on a mis en place BOA Web, qui est pour les entreprises, et le mobile banking. J'ai oublié son nom. Et donc là, MyBOA, merci. Et donc là, sur ce plan, on s'attelle plus à digitaliser l'ensemble des processus.
donc tant clients qu'internes, donc pour minimiser les risques opérationnels et accélérer aussi les traitements des demandes clients. On le verra aussi l'impact que ça a eu dans certaines banques. Et le troisième pilier, donc, c'est le développement des activités de trade finance. Là, on n'était pas forcément les meilleurs élèves, où on avait des parts de marché assez faibles par rapport à la taille des banques. Donc cette année, on a continué à développer cette activité qui est assez génératrice de commissions. Alors, au niveau de la bourse, donc les filiales, elles ont toutes, à l'exception de BOA Niger, donc, qui a pâti de la situation du pays, donc toutes les BOA ont enregistré des performances positives. Donc, entre 7 et 86% de croissance du titre en fonction des banques. Donc, la croissance bénéficiaire globale des 6 BOA, elle a atteint cette année, enfin, pas la croissance, on a atteint 110 milliards quasiment de francs CFA, donc c'est une croissance de 18% en un an. Et avec ce qui nous a permis de distribuer bientôt donc un dividende élevé en hausse de 26%. Donc au total, les 6 BOA ont prévu de verser 67,3 milliards de dividendes, ce qui représente un rendement minimum de 10%, donc qui va avoir même jusqu'à 11,5 voire plus sur certaines banques. Alors j'ai fini pour le secteur, on va passer sur le Bénin. Donc toutes les banques, pour ceux qui viennent pour la première fois, on reprend le même plan pour toutes les banques. Donc là, je vais être peut-être un peu plus longue sur le Bénin pour expliquer plus en détail. Et après, ça sera un peu plus rapide. Donc au niveau de l'environnement du Bénin, je vais pas trop m'attarder. Économie peu diversifiée. Il y a un point important qui est dans les facteurs favorables, c'est donc l'achèvement de l'oléoduc qui rejoint le Niger. Dans les faits marquants, et donc pas mal de réformes structurelles aussi, qui ont été lancées depuis plusieurs années. Dans les faits marquants, on a rappelé que depuis l'année dernière, il y a un nouvel impôt qui a été introduit, qui concerne les obligations détenues par les banques béninoises sur des obligations de pays hors du Bénin. Donc dans la zone, normalement, dans la zone, il n'y a pas de taxation sur les revenus des bons du Trésor, sauf maintenant depuis l'année dernière au Bénin, par exemple, si BOA Bénin détient des titres de la Côte d'Ivoire, ces revenus seront taxés, contrairement aux titres qu'elle pourrait détenir de l'État du Bénin. Donc on a mis aussi un fait important, compte tenu des relations économiques qu'il y a entre le Nigeria et le Bénin. Donc on a noté qu'il y a eu un réchauffement des relations entre les deux pays, donc qui ont engendré des flux, un peu plus de flux, et la fermeture des frontières avec le Niger, donc comme suite à l'embargo, qui, elle, contrairement au Nigeria, ça fait contrepoids. Et on peut noter aussi la nomination en début d'année d'un nouveau directeur général, en la personne de M. Zampalegré, ici. Voilà. Alors, ça, c'est la photographie globale. Donc, pour le Bénin, on verra en détail, donc c'est un bilan stable, un PNB en croissance de 3%, des fonds propres qui augmentent quand même assez à près de 8%, résultat net, on verra pourquoi, en croissance de 12,5%, avec un niveau de ROE assez élevé et ROA également. L'actionnariat des banques, c'est à peu près la même structure pour toutes les BOA, c'est-à-dire que BOA West Africa détient au moins 51% de chacune des banques. On a une bonne partie du flottant qui est flottant à la BRVM, donc là c'est 44%. Et donc pour le cas du Bénin, donc on a un actionnaire notable à 2% qui est donc la BOAD. Alors en termes de performance commerciale, donc la banque est numéro 2 de son pays en termes de dépôt et de crédit, donc c'est assez stable depuis plusieurs années. Elle compte 49 agences. Donc, vous voyez ici qu'en termes de dépôt, donc elle a eu un niveau stable dans un secteur qui est en croissance de quasiment 10%. Donc, c'est essentiellement dû au fait de la captation des dépôts des corporates publics et semi-publics par la Banque d'État, qui est d'ailleurs numéro 1 sur le secteur. Donc, la croissance du secteur s'est faite est quasiment portée par cette banque-là. Au niveau des crédits, donc on est en croissance de 3,6%, alors que le secteur est en hausse de 20%.
Donc ça, c'est une croissance maîtrisée et voulue. Donc comme vous voyez, alors ici, donc c'est la part, le pourcentage qu'on a en 2023. On a 42% de corporate, donc c'est ça. 8% de PME et presque 50% du portefeuille qui a été financé, qui est dédié au financement des particuliers. Ça, c'est la croissance donc des encours. Hein. C'est pas la croissance entre ça et ça, mais c'est bien la croissance. Donc là, les encours particuliers ont fait plus 20% en 2023. Les PME, 10%. Donc ça, c'est comme je vous disais, c'est dans le cadre de la diversification du portefeuille vers les PME. Si on regarde, là je ne l'ai pas noté, mais en nombre de dossiers, on verra qu'on a fait beaucoup de dossiers aussi. Par conséquent, ça baisse le niveau de concentration du portefeuille. Le volume trade en hausse, comme je vous le disais en introduction, et une part du digital qui croît doucement, mais sûrement. En termes de structure de l'actif, donc en particulier là sur déjà l'actif est stable avec une structure relativement stable, et au niveau du passif pareil, on peut noter que les fonds propres représentent maintenant 12%, qui est un niveau confortable. Alors pour les performances financières, là ce qu'on voit c'est que donc les encours moyens de crédit ils sont flat à peu près. La marge bancaire elle baisse. Pourquoi ? Essentiellement à cause de la marge d'intérêt des crédits. Cette marge d'intérêt, elle est composée des produits d'intérêt et des charges d'intérêt. Donc les charges d'intérêt, comme on l'a vu dans le contexte de resserrement des conditions de liquidité et de hausse des taux, donc logiquement, on a une hausse des coûts des ressources. Donc c'est pour ça qu'on a une hausse de 8%. Les produits, eux, ont cru de 1%, donc ce qui est plus que les encours moyens de crédit. Ça veut dire qu'on price à un meilleur prix. Ça veut dire que les rendements bruts des crédits sont meilleurs que s'améliorent. Et ça, c'est notamment grâce à la transformation bilancielle, parce que le pricing des PME est plus élevé qu'un corporate, par exemple. Et donc, et comme c'est des petits dossiers qui sont courts, on attend le plein effet de cette transformation en 2024. Donc, sur les revenus de titres, il n'y a rien à dire, c'est en corrélation avec les encours. Et donc, les commissions, donc ça, c'est aussi grâce au change, au change, donc 18%, et qui est donc venu compenser le repli de la marge bancaire. Donc on termine l'année, BOA BNA termine l'année avec un PNB en hausse de 3%. Alors au niveau des charges, il n'y a rien à dire, à part qu'elles se sont améliorées et que donc, la banque présente un coefficient d'exploitation à 53%, donc, ce qui est un niveau satisfaisant pour la taille de la banque aujourd'hui. Donc avec un RBE qui croît de 14%. Alors au niveau du coût du risque, en fait il n'y en a pas. C'est parce que là, en fait, quand on est en signe positif sur ce tableau-là, c'est qu'on a plus de reprises que de provisions. Donc on voit que on a moins de reprises que l'année dernière, mais on a quand même un volume énorme de reprises. Donc ça, c'est grâce aux efforts du recouvrement des équipes depuis plusieurs années. Donc ça fait au moins 3-4 ans de mémoire que la banque affiche un dispositif. Donc avec un taux de sinistralité en baisse à 6,8% et un taux de couverture donc, des CDL à 89%. Donc pour résumer, PNB plus 3% donc, grâce aux commissions qui viennent compenser la marge bancaire, baisse des charges, coût du risque et les reprises donc, avec un résultat net en hausse de 12%, donc à 21,5 milliards en 2023. Et on affiche aussi un niveau de solvabilité confortable à 18%, ce qui est assez notable. Alors en termes de performance donc, sur cette année, le titre a pris donc 6%, donc la moitié de la croissance du bénéfice, avec des volumes d'échanges en hausse. Donc il y a eu pas mal d'échanges, donc il y a eu un pic en juin. Sachant que, pour rappel, donc, on est quand même au-dessus de la performance du marché, donc il y a 5,4%. Et là, un peu en deçà pas un peu, en deçà pour le secteur financier. Donc ce que je disais, donc c'est une performance 2 fois moins élevée que celle de sa croissance, de la croissance de la banque, et avec un price earning qui est à 6% à fin décembre, mais à fin mars à 6,5%,
qui reste quand même en deçà des niveaux du marché, qui est à 10,6%, mais on va dire un peu dans le secteur financier. Donc, ce qui est important à ce niveau-là, c'est de voir que quand même le rendement, donc le fait que le cours ne soit pas non plus trop élevé par rapport à ce qu'on pourrait attendre vis-à-vis des performances. Donc, ça permet d'afficher un rendement de dividendes supérieur à 11%, donc aux alentours de 11%. Et la banque va distribuer, donc ça a été voté début du mois, un dividende d'un montant de 15 milliards à 743 francs par action, en hausse de 13% par rapport aux dividendes versés l'année dernière. Et voilà. Merci Laura. Est-ce que vous avez des questions tout de suite ou vous préférez attendre la fin? On prend 2 questions. Vous avez droit à 2 questions sur le Bénin. Est-ce que quelqu'un a besoin d'éclaircissement, de précision? Non? Donc c'était complet et clair apparemment. Non? Ok. Donc on passe au Burkina Faso, Laura, si tu veux bien reprendre le pupitre. Si vous pouvez projeter, donc pour le Burkina, l'effet marquant, c'est un pays sous régime de transition, donc depuis la fin de 2022, avec un niveau de la dette, donc ce dont je parlais en introduction, de dette sur le budget de 48%, donc un niveau assez élevé du service de la dette, sur le budget, 48%. Toutefois, noter un retour à des niveaux d'inflation soutenables dans le pays. Je passe sur les autres événements que vous connaissez. Alors, le Burkina, le total bilan a baissé dû à la baisse des dépôts et des crédits. On finit avec un PNB quand même en hausse de 7% et un résultat net en hausse de 14%. Même niveau de ROE plus ou moins que le Bénin. Donc vous allez voir, même dans l'analyse, on retrouve pas mal de similarités. Donc c'est deuxième banque en termes de crédit, troisième banque en termes de dépôt. La banque a créé une agence cette année. Donc en termes de dépôt, on a une baisse de 12% dans un secteur qui baisse de 1%. Donc ça, c'est dû à la baisse de flux d'importants clients en fin de période. Donc c'est cyclique, on va dire. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'en nombre de dépôts, le nombre de dépôts a augmenté de 2%. Donc ça veut dire qu'on a plus de déposants. L'encours des crédits, donc comme vous voyez, on est en ligne avec le marché. On a une baisse ici qui est assez prononcée sur les PME, mais c'est dû à un reclassement. Donc il y avait une grosse PME qui avait été jugée PME l'année dernière, qu'on a reclassée en corporate. Donc si on en retraitait, on serait à moins 6%. Alors ce qu'il faut noter surtout, c'est qu'en termes de nombre de dossiers, donc le stock de dossiers en fin 2022 par rapport au stock de dossiers en fin 2023 a augmenté de 2,8%. Donc même phénomène, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'efforts commerciaux, on finance plus les PME, donc des crédits plus petits et plus courts, et ça sera répercuté, il faut un plus gros effort commercial pour que ça soit répercuté sur les encours, du fait du montant et de la durée d'amortissement des crédits, qui est courte. Alors, cette banque-là, la baisse des volumes, c'est conjoncturel de trade. Pour cette banque-là, on voit qu'il y a une hausse du nombre d'opérations dites agences. Donc, ce qu'on entend par opération dite agence, c'est tout ce qui est virement, retrait de cash à l'agence ou retrait au GAB, virement donc à l'agence ou via les outils monétiques digitaux. Et pour le BOA Burkina, il y a eu l'introduction du wallet en 2023. Donc c'est pour ça, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on est passé d'un pourcentage d'opérations qui se fait sur ces opérations spécifiquement, qui se font sur le digital de 52% à 70%. Donc non seulement on a eu plus d'opérations, parce que le wallet a permis de faire des opérations qui n'étaient pas possibles avant, en agence ou même via le digital,
Et donc ça a permis, donc l'objectif de tout ça, c'est quand même aussi de désengorger les agences et de servir le client plus rapidement. En termes de structure du bilan, donc il y a eu un regain du poids des crédits dans le total de l'actif qui fait 60%, et la structure du passif qui est stable, avec toutefois quand même, on peut noter qu'on a eu un recours à l'interbancaire plus important, proportionnellement à la totalité du passif, qui représente maintenant 15%. Donc si j'ai insisté là-dessus, c'est parce qu'encore une fois, on va le voir sur le compte d'exploitation. On a une marge bancaire qui croît timidement à 2%, alors que les encours de crédit moyens, ils croient de 6%. Donc ça, c'est dû à l'effet hausse des charges et hausse des crédits, certes, mais qui ne permet pas encore de compenser pleinement la hausse du coût de financement. Mais il faut noter toutefois que comme on a une croissance de 8% des produits, pareil que pour le Bénin, et une croissance de 6% des encours moyens, ça veut dire que les rendements sont meilleurs, du fait notamment de la croissance sur les PME. Donc cette hausse timide de la marge bancaire, elle a été largement compensée par la hausse des commissions. Donc ça, c'est essentiellement pareil sur le change et les commissions sur opération. Et donc on ressort avec un PNB en hausse de 7% à 60,5 milliards de francs. Au niveau des charges, il y a une hausse de 8%, mais il faut surtout voir, c'est que le coefficient d'exploitation, il est que de 43%, donc ce qui est un niveau quand même relativement bas et satisfaisant. Au niveau du coût du risque, donc là, pareil, on a un niveau très très bas, proche de 0. Vous voyez, on est passé d'un coût du risque sur les encours à 0,5% à 0,1% des encours moyens. Donc ça encore, c'est grâce au recouvrement et à un portefeuille de très bonne qualité, puisqu'on a un taux de CDL de 2,5% seulement, qui sont couvertes à 78%. Donc le résultat net finit à une croissance de 14%, à presque 30 milliards, donc 29 milliards de francs. Alors comment ça s'est répercuté au niveau de la bourse ? Donc le marché a très bien réagi à ces performances. Donc ça, en 2022, on a eu une baisse. Donc ça, c'était dû essentiellement, parce que la banque avait bien performé, mais c'était dû essentiellement aux conditions politiques. Donc là, on voit qu'on a partiellement rattrapé la baisse de l'année dernière, et avec des volumes toujours en hausse. Donc c'est pas juste un effet fin de période, c'est vraiment sur toute l'année. Donc du coup, c'est ce que je disais, il y a eu un rattrapage avec un price earning qui demeure toutefois bas par rapport au marché. Bon, ça, c'est dans toutes les banques. On a plutôt un price earning plus bas que le marché, mais un price to book, donc c'est-à-dire le prix rapporté aux fonds propres, de 1,1 fois donc les fonds propres contre 1,5 pour le secteur, pour le marché, et moins de 1 pour le secteur financier. Donc, à l'instar du Bénin, la banque présente un niveau de rendement supérieur à 10%, donc 11,5%. Et la banque va verser cette année donc, un dividende en hausse de 22%, plus élevé que les résultats, à 805 francs bruts par action. Et je pense que j'ai fini pour le Burkina. Est-ce qu'il y a des questions sur le Burkina Faso ? J'ai hyper vite, hein ? Ouais. Ou c'est toujours aussi complet ? Oui, une question là-bas. Donc, on prend deux questions. La première, monsieur, vous vous présentez et vous posez votre question. Nous avons le directeur général de la banque qui est là-bas, qui s'appelle monsieur Amoussou. Voilà. Donc, en fonction de votre interrogation, ce sera lui ou quelqu'un d'autre qui vous répondra. Allez-y. D'accord, vraiment, merci beaucoup à vous et merci pour ces performances qui sont à saluer. Moi, je suis André Poussy, je suis à la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA. En fait, je veux plus comprendre, puisque nous sommes dans un contexte où la plupart des pays de l'UEMOA ont connu une bonne croissance et on se dirait que les individus ont pris confiance dans nos systèmes financiers, alors que je remarque que les dépôts au niveau du Bénin et de Burkina sont en baisse. Qu'est-ce qui pourrait expliquer la raison de ces baisses-là? Et en plus, j'aimerais avoir les perspectives de BOA Bénin et BOA Burkina Faso
en termes de performance financière pour les prochains, pour encourager les investisseurs à investir dans ces différents titres. Merci beaucoup. Alors, c'est Faustin Amoussou qui va vous répondre. On va ouvrir son micro. Ok, merci. Comme l'a indiqué Laura, l'activité, la banque exerce dans un contexte difficile et marqué par, disons, une crise sécuritaire qui perdure. Donc, l'environnement est difficile. Et donc, tout ça, ça a un impact sur, disons, l'activité bancaire. Vous aurez dû même constater, si vous lisez la presse, depuis octobre, on note une baisse de la masse monétaire au niveau du pays et du fait du rétrécissement des dépôts au niveau des banques. Donc ça, c'est un fait conjoncturel. C'est comme ça que j'explique la baisse des taux, des dépôts. Merci Faustin. Est-ce qu'il y a une autre question sur le Burkina? Oui, monsieur. Donc on a notre deuxième question. Vous avez un micro sur la table. Oui. Ah, vous appuyez sur le bouton et ça devrait marcher. Ça va. Je voudrais avant tout propos féliciter le directeur général de BOA Burkina Faso pour le travail qu'il a abattu dans des conditions aussi difficiles. Félicitations DG. Et vous n'avez pas parlé des perspectives de votre banque sur l'année peut-être 2024 jusqu'à 2025, si c'est possible. Et moi, je vais faire une doléance. Nous savons que la finance durable est en train d'être intégrée sur notre marché. Et j'aurais souhaité que dans vos rapports, nous puissions avoir un rapport sur la finance durable, parce que ça nous permet aujourd'hui de faire des analyses en intégrant ces données-là. Donc c'est ce que je voulais demander, c'est tout. Ok. Bon, merci pour les félicitations en termes de perspective. En fait, je me réfère toujours à la présentation de Laurent. 2024, la banque, disons, boucle son PTD, dont les objectifs ont été déclinés tout à l'heure. Je ne vais plus les reprendre. Mais je puis dire que la situation en 2024 va être encore complexe. Parce que, outre la crise, vous n'êtes pas sans savoir que, disons, début janvier, le pays est sorti de la CEDEAO. Et forcément, ça a un impact sur, disons, notre activité. Mais, bon, la banque reste résiliente malgré ces différentes crises. On espère qu'on va pouvoir les surmonter et puis, disons, consolider nos résultats. Bon, pour la finance durable, nous prenons bonne note et je pense que pour les éditions à venir, on évoquera cette question. Merci Faustin. Et on passe au Mali. Laura, si tu veux bien remonter sur scène. Alors, donc au niveau du Mali, ce qui est à noter au niveau de l'environnement, donc c'est un niveau du service de la dette, à l'instar du Burkina, assez élevé. Donc on est dans les mêmes niveaux, donc 40%. Donc le pays est également sous régime de transition depuis l'année dernière. On va plutôt insister sur les facteurs favorables, les atouts. Donc depuis 2023, donc, le pays globalement a de larges ressources naturelles, agricoles, minières, bauxite, etc. Et on peut noter une dynamisation du secteur minier qui a été lancée depuis l'année dernière. Au niveau de la banque, pour ceux qui... Donc, la banque a traversé une période un peu difficile ces dernières années. Donc, on avait lancé un plan de remédiation.
de nettoyage du portefeuille, de provisionnement sur les immobilisations hors exploitation. Donc c'était un plan de remédiation qui a duré 3 ans, je crois, 3-4 ans. Donc là, on a, comme vous le verrez, donc on a terminé ce nettoyage, et donc on peut réallouer donc toute la richesse qui est créée dans le résultat et dans la distribution et la croissance de la banque. Donc, cela étant donné le contexte, on a une baisse du bilan de 3%, donc à la fois sur les dépôts et les crédits, donc avec un PNB flat, des fonds propres qui augmentent quand même de 16%, suite aux non-distributions aussi des diverses années, et un résultat, donc bon, on vient d'un petit résultat, donc c'est pour ça que les croissances sont fortes, mais quand même à saluer, qui a fait x2, plus que x2 entre 2022 et 2023. Donc un niveau de ROE qui revient à un niveau de 15%, malgré la taille des fonds propres. Alors la banque est 4e en termes de dépôt et crédit et 5e en termes de dépôt, avec un niveau d'agence stable à 35 agences. Donc comme je vous le disais, on a une baisse des dépôts et des crédits sur les deux de 3%. Donc, alors que le secteur a une croissance timide, 1,5% et 2,5%. Alors, c'est comme pour le Burkina. Donc, dans ce contexte, la banque elle a plutôt favorisé des petits dépôts. Donc, on augmente de 2,8 en nombre de dépôts entre 2022 et 2023. Sur les crédits, donc la baisse, elle vient du fait, encore une fois, de la diversification du portefeuille. Donc, les efforts commerciaux sont peut-être même plus importants. Donc, on fait plus de PME. Vous voyez, l'encours a augmenté de 63%. Les crédits, plus 10%. Donc, ce qui a eu un effet dilutif sur les corporates. Et aussi, donc, la banque, vous le verrez, elle a apporté ses efforts aussi sur les engagements par signature. Donc, là, on fait plus 33%. Au niveau des titres de placement, que là, on a une légère hausse, mais ça, c'est technique. C'est dû au fait, ça, c'est pour toutes les banques. Les impayés techniques de l'État du Niger, donc, n'a pas pu rembourser ces échéances à cause de l'embargo, donc sont restés dans les encours des banques. Ça, c'est valable pour tout le monde. Donc les volumes de trade aussi donc, ont baissé, c'est conjoncturel. Et au niveau de la banque, à l'instar du Burkina, donc on a du nombre d'opérations donc, qui a fortement augmenté. Et ça, c'est grâce à la mise en place notamment du wallet, qui représente 64% des opérations qui sont traitées habituellement en agence. Donc, au niveau de la structure de l'actif, les titres de placement, donc, ils ont encore un poids assez important, donc 40%, sachant qu'on est plus dans les 30% pour les autres banques. Et on voit au niveau du passif, donc, un recours au marché interbancaire donc, plus élevé que l'année dernière. Donc, on est à presque 10% du total, contre avant 4%. Donc, ça a plus que, le poids a plus que doublé. Donc, au niveau des performances financières, donc là, on a une marge bancaire qui baisse, donc sous l'effet double de la baisse de la marge d'intérêt et une hausse des revenus de titres un peu moindre. Donc, encore une fois, donc hausse du coût de ressources, plus 10%, à cause du renchérissement du coût des ressources et de la raréfaction des liquidités, et qui ont été compensés donc, partiellement. Hein, donc, l'année prochaine, on s'attend à ce que qu'on ait au moins, si ce n'est pas une baisse, au moins un rendement net positif. Donc, des produits qui croîtent de 3% avec des encours moyens qui baissent, enfin qui restent flat. Donc, ça veut dire que là, quand même, si on regarde au niveau du pricing, on pourra avoir vraiment une amélioration en termes de rendement brut de la banque. Donc, moins 1%, plus 3% pour les commissions, donc, ce qui fait que donc, ça a été compensé. Donc, on finit avec un PNB stable à 35 milliards. Donc, le coefficient d'exploitation, comme je le disais, donc, il y avait, dans le cadre du plan de remédiation, donc, il y a eu des plans de réduction des charges, enfin de maîtrise des charges plutôt. Donc là, la banque améliore son coefficient d'exploitation d'année en année. On est à 58%, donc elle a réussi à maintenir ses charges cette année. Et donc, par conséquent, le résultat brut d'exploitation augmente de 2% cette année. Alors, au niveau du coût du risque, comme on est en fin d'assainissement, donc on voit qu'avant, on avait des niveaux de coût du risque assez élevés. Hein. Donc là, le coût du risque s'améliore de 33 à 34%.
Et on passe quand même d'un coût du risque sur encours moyen de 5% à 3%, qui reste encore élevé, donc qui va s'améliorer l'année prochaine. Mais donc là, c'est vraiment la fin de la dernière année du plan d'assainissement. Donc là, j'ai juste noté un petit gain sur la session d'immobilisation. Donc ça, c'était l'ancien siège, ce qui explique qu'on a une baisse de ce poste importante, mais c'est peu significatif. Et donc voilà, donc c'est amélioration du taux de CDL, du taux de couverture, donc 83%, donc grâce à tous les efforts qui ont été menés, même si le taux demeure à 17%. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'avant, tout ce qui a été fait ici, au niveau du résultat brut d'exploitation, était mangé, entre guillemets, par le coût du risque. Donc il ne restait plus grand-chose à la fin. Donc là, cette année, donc, on a pu augmenter le résultat, donc on l'a doublé, donc il reste de la place pour l'activité. Et c'est pour ça aussi que la banque, pour la première fois depuis 4 ans, va verser un dividende cette année. Je vous dirai le montant parce que je ne l'ai pas en tête tout à l'heure. Donc je pense que c'est performance... Pardon ? 144 francs, c'est ça par action, merci. Donc ces performances ont été saluées par le marché, bon, qui a répondu timidement, mais quand même, plus 5,4%, donc on est dans le marché. Donc bon, la banque donc, elle traite à presque à 0,7 fois ses fonds propres et avec un price earning bon, qui est peu significatif parce que le résultat est pas très significatif pour la banque encore, donc de 4,7 fois. Donc comme 155 francs par action brute. Donc comme je le disais, donc la banque, on peut saluer qu'elle, ça y est, on est capable à nouveau de verser un dividende. Stéphane. Est-ce qu'il y a des questions sur le Mali? Oui, monsieur et monsieur. Donc on a nos 2 questions. Vous vous présentez et puis vous posez votre question. Je suis Jean Mermoz Konondi de Sika Finance. Comme il a été dit tout à l'heure, BOA Mali recommence à distribuer des dividendes après 4 années de disette. Est-ce qu'il faut dire par là que BOA Mali a restauré totalement ses fondamentaux et que l'avenir s'annonce meilleur pour la banque? Merci. On va demander donc au directeur général de BOA Mali, M. Georges Nabi, qui est juste là, de répondre. Et peut-être après, M. Zebdani voudra compléter, non? Non, c'est bon. Okay. Merci. Comme il a été dit dans la présentation, nous sommes à la fin du plan de remédiation. Si vous avez suivi les présentations des années passées, et de l'année dernière et même de cette présentation, nous avions un coût du risque très élevé dû à deux éléments. La dépréciation sur les immobilisations hors exploitation, qui est totalement finie, et le provisionnement sur un portefeuille déclassé important. Donc la banque a souffert depuis plusieurs années de ce fait-là et nous sommes à la fin. Alors pour les perspectives, bien entendu, nous avons des prévisions qui vont dans le sens d'une amélioration de ces performances, bien sûr dans un contexte difficile, mais on croit que les choses vont s'améliorer. Merci. Merci Georges. On va prendre la deuxième question sur le Mali de monsieur. Ok, je me nomme C. Thibault, consultant financier. Je voulais un peu revenir sur cette histoire du coût du risque. Là. Vous m'excusez, mais je ne suis pas trop financier. Je vois que tantôt, ici par exemple, on a un BNP qui est identique, donc on s'attend à un résultat qui serait la même chose, mais tout à coup, le coût du risque a agi. Bon, on ne nous dit pas exactement ce qu'il y a dans ce coût du risque-là. Et puis, pendant l'année
pendant l'année en cours, s'il y a quelque chose, qu'on nous informe. Quand il s'agit de faire, vous êtes coté, quand il s'agit de faire des nominations, on nous dit ça là-bas, mais quand il y a ce genre de situation, on ne sait pas, et tout d'un coup, par un coup du risque de moins, je dis n'importe quoi, moins 7 milliards, le résultat tombe carrément. L'année prochaine, tu vois, on a pris un coup du risque positif, plus 14 milliards, et donc le résultat s'envole bêtement. Alors, le secteur bancaire, vraiment, je veux savoir un peu ce qu'il y a dans ce coup du risque-là. Merci. Merci, monsieur. C'est monsieur Zebdani, donc le DGA du groupe, qui va vous répondre. Bonsoir tout le monde. Donc, tout le monde le sait, le métier de banquier est un métier de risque. Donc, on donne des crédits et ces crédits, malheureusement, ne finissent pas toujours bien. Et donc, des fois, donc, on perd de l'argent. On a une réglementation, c'est un métier réglementé et donc nous devons absolument respecter une réglementation en faisant des dotations aux provisions en attendant de récupérer ces créances. Donc, ce coût du risque, il est composé il y a deux composantes. Les dotations de risque, donc ce qu'on est obligé d'enlever des résultats bruts d'exploitation pour le garder, pour faire face à ces créances, je dirais, déclassées en souffrance. Eh bien, quand on fait du recouvrement, à chaque fois qu'on récupère, on fait des reprises de provisions. Et donc, le coût du risque, c'est juste une soustraction, dotation, moins dotation plus reprise. Donc, reprise, moins dotation. Donc, quand les reprises sont inférieures aux dotations, on a un coût du risque négatif et le résultat se retrouve atténué. Et comme le Bénin ou comme le Burkina, le recouvrement est très dynamique, on se retrouve avec des reprises qui dépassent les dotations. Et dans ce cas-là, on améliore le résultat. J'ai essayé d'être pédagogique. Bon, j'espère que vous y voyez plus clair. On va passer au Niger maintenant. Laura. Le Niger qui est représenté par Madame Nyang, donc qui est DGA au Niger. Alors pour le Niger, comme je le précisais en introduction, donc c'est le seul pays là, de ce qu'on présente dont la note s'est dégradée en 2023. Bon, les enjeux, les challenges sont les mêmes que les pays Burkina qu'on a vus. Alors, de même, le corollaire du Bénin, donc, c'est que la mise en service de l'oléoduc Niger-Bénin, donc, qui va booster la croissance avec l'exploitation donc, imminente, on l'attend, de nouveaux gisements de pétrole et d'uranium. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que, en introduction, vous avez vu que les prévisions de croissance du pays sont de plus 11% pour 2024, donc, selon le FMI. Donc plusieurs projets structurants qui ont été lancés, donc barrage hydroélectrique de Kandaji. Et bon, on peut noter quand même que c'est une économie qui fait preuve de grande résilience, notamment cette année. Donc le coup d'État, on en a parlé, l'Alliance État du Sahel, donc ça, c'est l'actualité. Donc en termes, donc dans ce contexte, malgré ce contexte, donc on voit, alors dans ce contexte, on a baissé le bilan de 2%. Malgré ce contexte, on a augmenté le PNB de presque 10% et on ressort quand même avec un résultat stable, à 10 milliards, entre 2022 et 2023. Et la banque affiche quand même un niveau de ROE de 22%, qui fait partie aussi d'un niveau les plus élevés. Donc la baisse du bilan, ça s'explique à la fois par les crédits et par les dépôts, sachant que la banque est deuxième en termes de crédit et troisième en termes de dépôts. Donc les dépôts, donc c'est une baisse donc structurelle, conjoncturelle, enfin les deux. Donc une baisse du secteur minier, c'est plutôt structurel. Et on a alors la banque, elle en termes de dépôts, vous voyez que la baisse est plus importante. Donc c'est parce qu'elle a un niveau de déposants de particuliers elle est plus exposée aux particuliers sur ses dépôts. Donc 30% des dépôts de la banque sont des particuliers. Qui, en période, dans ce contexte difficile, ont plus thésaurisé. Donc, il y a eu moins de dépôts chez la banque. Au niveau des crédits, donc, c'est une baisse globale de 5%. Donc, on est dans les mêmes niveaux que le marché. D'ailleurs, on a même mieux, on a fait plus de crédits que le marché en termes de croissance. Donc, c'est ce qu'il faut saluer aussi, c'est que malgré ce contexte compliqué,
on a continué à financer nos clients. Voilà. Et aussi, j'allais dire, voilà, c'est ça, les PME, dont l'encours en termes de nombre de dossiers, donc le nombre de dossiers qu'on a financés cette année, a progressé de 51%. Sachant, j'en profite là, parce que vous allez nous dire, vous faites des PME, mais c'est quand même risqué, on est dans un contexte difficile. On l'avait annoncé l'année dernière, on avait signé une deuxième garantie, donc les portefeuilles des banques, des PME sont couvertes par une garantie de la SFI. Je crois qu'en encours, on a 300 millions de dollars couverts, l'équivalent de 300 millions de dollars qui sont couverts à 50% du risque. Donc si on a un dossier PME qui présente un coût du risque, la moitié est remboursée par cette garantie. Donc on progresse de manière prudente. Au niveau du volume de trade, on a une baisse avec les conjonctures. Allô? Oui, c'est bon. Slide, pardon. Ah, le volume de trade, c'est plutôt... Donc, au niveau de la structure du bilan, donc, les stable. Donc, au niveau de la structure du bilan, elle est restée stable, donc avec une part des créances clients qui représente plus de la moitié des actifs. La baisse des dépôts, on vient de la voir, donc baisse du poids des dépôts au profit donc, de l'interbancaire, logiquement, qui représente 9% sur le court terme, et presque 10% sur le court terme, et 9% du total sur le moyen terme. Donc la conséquence de cela, encore une fois, c'est donc l'augmentation des charges d'intérêt, avec également, donc, comme on fait plus de PME, donc on a des meilleurs rendements. Donc vous voyez les produits qui sont stables alors que les encours moyens de crédit sont en baisse. Donc la marge bancaire, elle a été presque stable, donc du fait de la baisse des intérêts et de l'augmentation des revenus sur titre. Donc là, la croissance a été tirée essentiellement du PNB a été tirée essentiellement par les commissions et les revenus d'opérations financières. Donc on a presque un doublement des opérations de change et de commissions sur les opérations. Donc le PNB finit en hausse de 10% en 2023. Au niveau des charges d'exploitation, donc on a un coefficient d'exploitation qui reste relativement stable, donc à 48%, donc qui est assez bas, donc en dessous du seuil de 50%, qui est un seuil cible pour nos banques de cette taille. Et donc le RBE ressort en hausse de presque 11% à 14 milliards. Alors, au niveau du coût du risque, donc là, vous voyez, il y a une augmentation significative, sachant que malgré cela, on reste à un coût du risque qui demeure quand même normatif. 0,4%, c'est un coût du risque exceptionnel, donc c'était bas. Là, on ressort à un coût du risque de 1,3%, ce qui est un coût du risque normal dans nos métiers. Donc là, cette hausse, elle est due sur une provision exceptionnelle, voilà, qu'on a dû passer. Donc le taux de CDL est à 6,5% et qui sont couvertes à hauteur de 78%. Donc la conclusion, c'est de dire, voilà, on a un PNB qui augmente de 10%, des charges qui restent au même niveau, un coût du risque qui a certes augmenté, mais étant donné la conjoncture et ce qu'a traversé le pays, aujourd'hui, on ressort quand même avec un résultat stable qui reste à saluer. Donc au niveau de la bourse, bon, sans grande surprise, hein, on a vu donc le cours remonter progressivement, et à partir du coup d'État là qu'on a mis ici, on voit une chute du cours, donc qui est remonté progressivement, et aujourd'hui on voit qu'on a réatteint le niveau d'avant coup d'État. Donc si vous voyez à partir de la levée des sanctions, ça remonte, et donc le cours continue cette trajectoire pour le moment. Donc on a rattrapé le niveau de juillet, on affiche un price earning en ligne, donc de 7 fois les bénéfices, et un price to book de 1,5 fois, donc en ligne avec le marché, et qui nous permettent aussi d'afficher un niveau de rendement de dividende, c'est ce que je vous disais, 12%, donc un des meilleurs rendements, même voire de la place si je ne m'abuse, à 655 francs par action.
qui sera payable fin mai. Merci Laura. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, le monsieur dans le fond. Oui, je vous ai vu. On va vous apporter un micro. Vous vous présentez s'il vous plaît, et puis vous posez votre question. Bonsoir, Yann Kay de chez Bridge Asset Management. Donc, merci pour la présentation. On a vu dans la structure de l'actif qu'il y avait à peu près 30% de titres de placement. Est-ce que c'est possible d'avoir la proportion de ces titres-là qui sont locaux, donc titres d'État du Niger? Donc ça, c'est une question pour toi, non? J'ai pas l'information en tête. Naturellement, je pense que ça va être une part la plus importante du portefeuille, parce qu'on est au Niger, logiquement. Mais voilà, c'est tout ce que je peux vous dire là. On pourra apporter plus de précision après, on pourra s'enseigner. Je pense que vous pourrez discuter donc avec Laura donc, au moment du cocktail tout à l'heure. Ok, merci. Et puis comme ça, vous préciserez votre attente. Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur, allez-y. Ok. Je m'étais déjà présenté. L'UA a récemment, lors d'une réunion à Cotonou, décidé d'augmenter le capital des banques, de passer d'un minimum de 10 milliards à 20 milliards. Et il s'avère que nous avons des filiales ici qui ne respectent pas ça. Par exemple, BOA Niger, le capital est de 13 milliards. BOA Mali, 18 milliards 300 000. Alors, comment comptez-vous pallier à cela, puisque vous n'en faites pas cas dans vos rapports, même les rapports d'activité de ces sociétés-là? Et cela doit se faire avant 2026. Merci. Merci pour la question. Laura va vous répondre. Oui. Alors oui, merci. En effet, donc, sur les banques qu'on présente, on a 2 banques qui sont en dessous du futur seuil réglementaire. Mais si vous regardez le niveau de réserve, donc ces banques-là ont un niveau de réserve suffisant pour pouvoir augmenter le capital sans faire appel au marché. Donc on va faire, courant de cette année ou l'année prochaine, on n'a pas encore fixé la date, une augmentation de capital par incorporation de réserve. Donc ça veut dire qu'il n'y aura aucun impact sur la structure de l'actionnariat. On a aussi le Togo qui est dans la zone, qui est en dessous du niveau réglementaire, mais qui n'est pas coté. Bon, je donne l'information quand même. Donc les résultats qu'elle va générer les prochaines années vont lui permettre naturellement d'atteindre ce seuil de capital. Sachant que oui, qu'on a 3 ans pour être conforme. Donc pour les banques Mali, Niger, il suffit de faire une AG et pour être conforme, pour décider de transférer les réserves au niveau du capital. Et le Togo, donc ça sera l'année prochaine, on sera compliant. Voilà, donc tout est prévu comme vous l'avez vu, et donc on est autosuffisant pratiquement. On va passer au Sénégal maintenant. On part au Sénégal. Une banque ouverte en 2001. Je regardais le mauvais DG. Alors, le Sénégal, donc, quoi de particulier? Oui, alors il y a eu des incertitudes tout au long de l'année 2023 sur les élections. Démarrage d'une nouvelle banque, Abs Bank, une banque algérienne, et l'installation d'une succursale d'Orange Bank en 2023. Il y a, donc, comme je vous le disais, donc, il y a eu un nouveau DG qui était avant, en la personne de M. Cissé, qui était avant DG au Bénin et qui est maintenant DG depuis le début d'année dernière au Sénégal. Et donc, bon, ça, on l'a noté parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais la banque a des certifications ISO, IEC, c'est un peu technique. Mais c'est pour vous dire que c'est pas commercial, mais on fait quand même des certifications relatives à la sécurité informatique, au plan de continuité d'activité, etc. Donc c'était l'occasion de le souligner. Donc de très belles performances, tant en taille de croissance de bilan que de PNB et que de résultats nets. Les fonds propres aussi qui augmentent de 20%.
Donc, en termes de dépôt, donc on est en ligne avec le marché, donc il n'y a pas grand-chose à ajouter. En termes de crédit, on est un petit peu plus performant et on a accéléré en termes d'encours, donc sur les particuliers, les PME également, sachant que le nombre de PME, la croissance du nombre de PME a augmenté de 16% en termes de nombre de dossiers. Toujours dans la continuité du plan de la stratégie, donc augmentation du volume de trade, plus 13%. Et aussi, troisième pilier du plan triennal, donc c'est le digital, dont les opérations sont passées, les opérations digitalisées entre guillemets, sont passées de 44% en 2022 à 67% en 2023. Donc, à l'instar des autres banques, c'est grâce en partie grâce à l'introduction du wallet banking. Alors, au niveau de l'actif, donc globalement stable, 52% de crédit. Les dépôts, 76% de dépôts, avec également un peu plus d'interbancaires que les années passées, du fait des recours au marché. Alors là, c'est plus condensé parce qu'on a mis tout sur une slide. Donc, on a des encours moyens qui croient de 10%, 11%, avec une marge bancaire de 12,5%. Donc, on n'a pas détaillé parce que quand ça va bien, il y a moins besoin d'explications. Donc, ça veut dire qu'on a des meilleurs rendements grâce à la transformation bilancielle notamment, et donc envers les PME et les particuliers. Pareil, 12% de hausse des commissions. Donc, sans surprise, un PNB qui croît de 12% à 45 milliards. Des charges générales d'exploitation qui se maintiennent, donc à 52%. Donc il y a une petite hausse, je crois, d'une charge exceptionnelle, donc c'était le contrôle fiscal. Et donc ce que je disais, un coefficient d'exploitation qui demeure quand même relativement bas, à 52%. Le coût du risque, il s'améliore nettement, donc moins de 33%. Donc ça, c'est grâce, pareil, donc c'est beaucoup plus de reprises que l'année dernière et sûrement moins de dotations aussi. Donc ça veut dire que des bonnes performances de recouvrement et avec un taux de CDL donc à 6,5 et un taux de couverture des CDL à 72%. Quoi dire d'autre? Donc un gain sur une cession de dation, donc c'est pour ça qu'on a un petit gain de 1 milliard. Donc ce qui fait qu'on ressort avec un résultat net en hausse de 9%, donc à 17 milliards. Et un coût du risque rapporté aux encours donc de 1%, donc on est dans les niveaux normatifs. Et le ratio de solvabilité qui s'améliore nettement, donc on est à 14%. Donc c'est bon. Donc on a fait plus 9% et la performance boursière, elle a fait plus 31%. Donc c'est une des banques qui a affiché avec le Côte d'Ivoire une des meilleures performances et aussi le Bénin, il me semble. Donc plus 30%, alors que je le rappelle, donc, dans un marché qui a cru lui de 5%, et avec aussi des volumes en hausse. Donc toutes les BOA de mémoire ont affiché des volumes d'échanges sur la bourse en hausse. Donc on peut dire que cette performance est venue corriger la faible performance du titre de l'année dernière. Donc vous voyez, l'année dernière, le titre avait pris 4,3%, alors que les bénéfices, la banque avait affiché des résultats en hausse de 40%. Donc ici, là, c'est un peu le phénomène inverse. Donc ça est venu corriger un peu la faible performance du titre de l'année dernière. Mais on reste quand même encore en dessous du marché en termes de pricing. Donc la banque traite à 4,5 fois les bénéfices, alors que le marché, donc on l'a dit, est autour de 10 fois les bénéfices et 6,8 pour le secteur financier. Alors grâce à ces résultats, donc la banque va payer un dividende en hausse de 60%. Donc de 8 milliards à 333 francs par action, qui sera payé après accord des autorités de supervision. Voilà. Merci Laura. Est-ce qu'il y a des questions sur le Sénégal? Bon, ça va tellement bien qu'il n'y a pas de questions. Alors on va passer à on va terminer avec la Côte d'Ivoire. À tout seigneur, tout honneur. Laura. Alors, on termine par le pays hôte. Donc, je ne vous ferai pas l'affront de vous parler de l'environnement, des faiblesses et des atouts. Juste noter quand même qu'il y a eu 2 nouvelles banques en Côte d'Ivoire pour les personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément ici. Donc, une en fin 2022 et l'AFG, donc début 2023. On le dira à la fin.
Alors, total bilan plus 11%, PNB plus 27%, donc tout va bien, et résultat net plus 30%, donc un ROE de proche de 30%, donc 29% de ROE, et un ROA de presque de 3%. Alors, les dépôts sont en forte hausse, alors que le secteur, lui, est en recul. Je vous laisserai poser les questions si vous voulez savoir plus de détails pourquoi. Les crédits, donc en hausse encore plus de 18%, donc dans un secteur en hausse de 4%. Donc la banque a gagné une place en termes de crédit, donc elle est à la 10e place. Donc cette croissance a été portée, comme vous le voyez, par les PME et par les particuliers. Et donc ce qui a fait diminuer fortement le niveau de concentration du portefeuille, donc qui est plus équilibré et donc moins exposé à un risque d'un gros corporate. Voilà. Les volumes de trade augmentent et le pourcentage d'opérations via le canal digital augmente également. Alors, au niveau de la structure de l'actif et du passif, les titres de placement, donc comme on a une forte croissance des crédits, donc logiquement le poids des titres de placement continue à se diluer. Donc on arrive au niveau, ce que je vous disais, de 30%, qui est à peu près le niveau normatif au sein de nos banques. Les dépôts de clientèle donc, prennent plus, enfin non, ils sont stables à 76%, donc assez stables au niveau du passif. Alors au niveau des performances financières, donc là pareil que le Sénégal, donc ça va aller vite. Donc une marge bancaire qui augmente un peu plus que les encours moyens de crédit, donc ça veut dire qu'on a des meilleurs rendements nets. Des commissions qui ont très fortement augmenté, donc plus 30%, donc très belle performance sur les opérations les commissions sur opération et sur le change. Et donc le PNB a augmenté de 27% et a dépassé la barre des 60 milliards cette année. Le coefficient d'exploitation est très bas, donc, à 41%, donc un niveau satisfaisant, donc qui s'améliore. Et le RBE donc, croît de 45%, donc croissance très notable, avec un coût du risque qui revient à un niveau normatif. Donc on est passé d'un niveau quasiment inexistant à 1,2% des encours, ce qui est logique dans la mesure où on a un portefeuille plus exposé aux PME et aux particuliers. Avec un taux de CDL toutefois qui est bas à 3,5% et un taux de couverture de 89%. Donc c'est une croissance saine du résultat de 30%, donc à 26 milliards. Au niveau de la bourse, donc ça a très bien réagi, comme vous le savez. Donc le cours, le graphique parle de lui-même. Avec aussi une hausse forte des volumes. On le voit, ce sont les bâtons bleus. Donc plus 40% de volume moyen mensuel cette année. Donc voilà, écoutez, un niveau de rendement de dividende malgré cette hausse qui se maintient à 11%, parce que la banque a distribué un dividende en hausse de 27%, donc à 760 francs par action. On revient à en termes de price to book, on est au-dessus du marché et un peu en dessous du marché, comme je vous le disais, il y a cette distorsion au niveau de nos banques en termes de price earning. Voilà, je vous remercie. Alors, avant de prendre les questions, je m'aperçois que j'ai oublié de saluer notre CEO qui nous suit en ligne. Donc, salut Amine. Est-ce qu'il y a des questions sur la Côte d'Ivoire? Monsieur et monsieur, allez-y. Prenez le micro, présentez-vous. Bonsoir à tous. Ibrahim Akaraboko du groupe Sono. Alors, ma question elle est beaucoup plus générale. J'ai parcouru, j'ai suivi avec attention toutes les présentations. J'ai vu qu'au niveau de la structure de l'actif de l'ensemble des sociétés, on est à une part un peu plus élevée, une part supérieure au moins à 30% des titres, en fait, des titres de placement, en fait, c'est le point que je suis en train de chercher. Je ne sais pas si c'est une politique du groupe d'être au-delà des 30% ou peut-être il n'y a pas de possibilité d'amélioration en fait de la contribution des banques en fait au financement de l'économie en réduisant en fait cette part. C'est M. Zebdani qui va vous répondre.
le bilan des autres banques de la zone, où il y a des banques où on a plus de 75% de leur total bilan sous forme des titres. Depuis plusieurs années, nous avons dit que nous sommes des investisseurs industriels. Notre métier, c'est de gérer l'épargne des citoyens pour pouvoir financer d'abord l'économie réelle. Et l'économie réelle, ça passe par le financement des entreprises et des citoyens. Et par conséquent, bien évidemment, on finance par ce qui reste les États, que ce soit à travers des crédits directs ou bien à travers les titres de placement, que ce soit bons de trésor ou obligations. Et c'est la limite qui a été fixée justement, c'est d'être au maximum à 30% de notre portefeuille, ce qui nous génère des fois quelques escarmouches avec certains États. Voilà. Donc nous nous focalisons sur le financement de l'économie et notamment, comme l'a dit Laura, on se base sur la transformation bilancielle pour aller financer la PME, parce que comme vous le savez tous, la PME c'est la colonne vertébrale de nos économies. Merci bien. Alors, il y avait une dame là-bas. Et je vais revenir vers vous après. Hein. On n'est plus dans les 2 questions maintenant, donc on peut y aller. Hein. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les DG. Je suis Stéphanie Ongui de l'agence Bloomfield. J'avais 2 préoccupations qui sont adressées principalement au groupe, parce que nous avons l'occasion de discuter avec les différents directeurs généraux. Alors, la première question, c'est de savoir si, au regard des exigences prudentielles, il y aura des besoins de renforcement des fonds propres en termes de perspectives pour les filiales. Et la seconde, nous sommes pour la plupart des filiales au terme du PTD. Donc, quelles seraient les orientations en termes de perspectives qui découleraient du groupe? Merci. Alors, M. Zebdani va vous répondre. Concernant l'aspect des fonds propres, je rappelle, je pense que ça a été dit, mais rapidement, la politique de distribution des dividendes. Nous n'avons pas un ratio préétabli, mais la politique de distribution de dividendes est basée sur 3 piliers importants. D'abord, le respect des ratios réglementaires avec un coussin supplémentaire qui nous permet d'être véritablement à l'aise par rapport aux régulateurs. Deuxième pilier, c'est de garder suffisamment de moyens pour que la banque puisse se développer aussi bien en interne qu'en externe. Et troisième pilier, bien évidemment, on s'adresse aux actionnaires, on voudrait éviter des mouvements erratiques concernant la distribution de dividendes. Donc cette politique qui est appliquée depuis plusieurs années, comme on a dit tout à l'heure, le jour où le régulateur a décidé de porter le capital à 20 milliards, vous avez vu la plupart des banques ont des fonds propres qui dépassent les 90 milliards. Donc les 20 milliards, c'est juste un jeu d'écriture. On intègre une partie des réserves pour être conforme. Et donc s'il y a encore demain un relèvement des ratios, je pense qu'aujourd'hui, les banques ont suffisamment de moyens pour pouvoir. Et donc nous pilotons ça à travers cette politique de distribution de dividendes. Donc j'ai répondu. Pour le PTD, effectivement, nous sommes en train de terminer le PTD 2022-2024. Et généralement, c'est à partir du mois d'août et du mois de septembre où il y a des ateliers au niveau des banques, parce qu'on est dans une logique, il faut que les orientations, c'est vrai que nous avons des orientations au niveau groupe, mais il faut aussi qu'on puisse faire participer le maximum de collègues, tout ça pour pouvoir boucler au mois de décembre, voire au mois de février, avec les conseils qui arrêtent les comptes. On détermine donc le PTD avec ses orientations stratégiques et surtout ses projections, je dirais, financières. Merci Abderrazak. On va repartir du côté de la BRVM. Je crois que monsieur, vous voulez intervenir. Oui, monsieur. Moi, c'est toujours André Poussy, BRVM. En fait, concernant l'augmentation du capital des groupes de BOA qui ne respectent pas d'abord la future réglementation de la BCAO, c'est juste une doléance, puisqu'on remarque qu'en 2023, les groupes BOA qui sont cotés à la BRVM, ils intéressent vraiment les investisseurs. Et une façon de résoudre ce problème pourrait être l'émission de nouvelles actions, puisque nous avons vraiment un intérêt de la part des investisseurs pour les groupes BOA. Et il pourrait dire qu'en 2023, le groupe BOA a son résultat net qui est en augmentation de 18%, alors qu'elle distribue des dividendes
qui sont en augmentation de 26%. C'est une marque d'attention qui est vraiment lue par les investisseurs. Et donc, il serait intéressé si le groupe BOA décide de mettre de nouvelles actions sur le marché. Merci beaucoup. Bien sûr, comme on vient de le dire à 2 reprises, les banques actuellement qui ne respectent pas le seuil des 20 milliards de capital vont être obligées d'augmenter ce capital en intégrant les réserves. Et automatiquement, l'intégration de réserves, ça veut dire émission d'actions gratuites pour les actionnaires actuels. Donc dépêchez-vous d'être actionnaire, comme ça vous allez toucher les actions gratuites très prochainement. C'est ça. Monsieur, à gauche. Ma question est d'abord la félicitation au directeur général de BOA Côte d'Ivoire. Nous avons vu tout à l'heure sur la présentation qu'il y a eu des fortes croissances en termes de crédit et puis je crois de dépôts, surtout de dépôts. Et la société s'est très bien passée, l'activité s'est vraiment bien passée. Moi, je veux bien comprendre pour cette année 2024 avec la CAN qu'on a organisée dans notre pays, est-ce qu'il y a eu un réel impact en termes de croissance des dépôts et des crédits? Je veux bien comprendre ça dans votre business pour 2024. C'est ma question. Ok. Donc, c'est M. Toubi qui va vous répondre. Redouane Toubi, le directeur général de BOA Côte d'Ivoire. Tu as un micro, là? Ouais. Il faut l'allumer. Ok, merci. Je confirme que l'année l'année en cours, les perspectives sont bonnes, bien sûr pour l'économie nationale, mais également pour BOA Côte d'Ivoire. Les croissances sont là. Bon, vu que la banque est cotée en bourse, on n'a pas le droit de donner des informations confidentielles, mais bientôt, il y aura des publications et vous allez voir, vous aurez la réponse à votre question. Merci. Oui, monsieur au centre. Prenez les micros, vous vous présentez. Ok, merci pour la présentation. Je suis Yves-André Angamon. Ma question est relative à la stratégie du groupe. On constate que le processus de transformation bilancielle est en marche partout sur l'ensemble des filiales. Est-ce que la composition du portefeuille est bornée par un seuil entre les PME et les particuliers et les corporates? Parce qu'on constate aussi dans le même temps qu'il y a aussi le coût du risque qui augmente. Donc, est-ce que le groupe va continuer à renforcer son positionnement, le portefeuille sur les PME selon sa stratégie bilancielle qui de facto pourrait amener à creuser encore plus le coût du risque? Donc, est-ce qu'il y a des bornes qui sont définies par rapport aux différentes filiales ou c'est fait au cas par cas? Merci. Oui, effectivement, dans le cadre de la construction du PDD, que ce soit celui d'avant ou l'actuel 2022-2024, en fonction de la situation de chaque banque, il y a une répartition cible du portefeuille avec un poids du corporate qui doit crescendo baisser et bien évidemment avec une montée progressive du poids des crédits aux PME. Concernant l'aspect risque, Laura en a parlé tout à l'heure, nous avons bien évidemment une garantie de portefeuille qui garantit la moitié des encours de crédit accordés à la PME. Et sachant que dans nos projections, nous attendons à une augmentation du coût du risque et c'est déjà programmé. Malheureusement, c'est comme c'est nouveau, donc comme le disait Laura tout à l'heure, vous avez vu que la productivité est en amélioration, le nombre de dossiers croît, je dirais, progressivement. Donc on n'a pas encore, je dirais, suffisamment de temps pour avoir le coût du risque, mais sachez que de toutes les façons, ce coût du risque est déjà prévu dans les prévisions budgétaires. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, allez-y, madame. Merci. Je suis madame Rufine Nyongré de la société Avenir Côte d'Ivoire.
Tout d'abord, je voulais féliciter le groupe BOA qui communique tout le temps de façon transparente sur les résultats de l'exercice. Vraiment, c'est appréciable. Ma question concerne les pays concernés par la crise sécuritaire, notamment l'AES. Par rapport à l'avènement de l'AES, qu'est-ce que la Bank of Africa fait pour rassurer ses clients? Parce qu'on entend dire que bientôt, les pays de l'AES vont sortir du franc CFA et beaucoup de gens sont déjà affolés. On sent qu'il y en a qui cherchent déjà à rapatrier leurs fonds. Je ne sais pas qu'est-ce que les trois filiales des pays concernés font pour assurer le client. Une deuxième observation ou une doléance au DG de BOA Côte d'Ivoire, c'est par rapport à votre produit digital MyBOA. Si la banque peut partager son expérience avec les autres filiales par rapport au fonctionnement de ce produit MyBOA qui permet de faire des transactions vraiment moins chères dans la sous-région sans difficulté. Merci. Alors, merci madame pour vos félicitations déjà. MyBOA n'est pas qu'au Burkina, hein, donc MyBOA est dans toutes les filiales en fait. Hein. Non, c'est pareil. Non, c'est le même produit, c'est pareil. Hein. Pareil. Par exemple, avec MyBOA en Côte d'Ivoire, vous pouvez faire des transferts dans les pays de la sous-région à moindre coût. Oui. Mais si vous êtes à BOA et Burkina Faso, par exemple, il faut utiliser le BOA Web qui est encore plus coûteux. Non, non. Je ne sais pas si vous non, avez... non. Non, 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 non. Non. Ah bon? D'accord. Bon, on ne va pas discuter. Je vais parler avec le DG après. Voilà. Je vais prendre quelques questions qui arrivent sur le chat. Alors, il y en a auxquelles Laura donc, a déjà répondu. Une question qui concerne BOA Côte d'Ivoire. Quelle est la répartition des prêts de la banque et quels secteurs ont été les plus actifs? Donc, à qui on prête, quoi. Bon, je pense que la répartition a été présentée tout à l'heure. 70% pour corporate et État, 21% pour les particuliers et 8% à peu près pour la clientèle PME. Voilà, c'est un peu ça. La production 2023 a été portée essentiellement par les particuliers, fonctionnaires et non fonctionnaires. Voilà. Merci. Alors, une autre question pour toi, mais très difficile. Hein. Quel est le niveau de satisfaction de la clientèle et quelles initiatives sont prévues pour l'améliorer encore? C'est pas une question. De toute façon, toutes les doléances sont des opportunités pour améliorer la qualité de service. Et la réponse qu'on veut apporter, c'est une certification des activités. Hier, on a eu une réunion, à ce titre, on est en train de certifier un certain nombre d'activités aux normes internationales ISO, telles que la monétique, les crédits, les transferts à l'international. Et on est déjà en phase projet, ce n'est pas une réflexion, c'est qu'on est déjà en phase projet. Et qui dit certification, c'est-à-dire qu'on s'engage sur des délais de traitement des opérations à travers des process qui sont certifiés et qui font l'objet d'audits qualité par les cabinets certifiés AFNOR. Ouais. Voilà, pour revenir aux normes, la norme dont Laura donc, a parlé pour BOA Sénégal, donc, sur la sécurité des données des clients, on est la seule banque en Afrique de l'Ouest à avoir eu cette certification. Voilà. Oui. Abderrazak. Oui, oui. Donc nous sommes sur la sécurité. Nous sommes des opérateurs économiques dans ces pays-là depuis longtemps.
Nous faisons totalement confiance à ces pays. On a noté bien évidemment l'annonce de la sortie de la CEDEAO. Ce n'est qu'une annonce. Je ne sais pas, tout à l'heure, quelqu'un a parlé des effets. Il n'y a pas d'effet pour le moment. Il n'y a aucune déclaration aujourd'hui officielle pour sortir de la zone franc CFA. Donc le meilleur signal qu'on puisse donner à nos clients et aux autres citoyens, c'est que nous sommes des opérateurs économiques, nous sommes présents, nous resterons présents et nous faisons confiance totalement à ces pays et nous respectons bien sûr les choix politiques des dirigeants. Nous croyons à l'avenir et nous croyons à l'unité. Alors, une question pour le DG du Burkina Faso. Il y a une personne qui demande que tu dises un petit mot sur les perspectives. Enfin, la question exacte, c'est comment la banque prévoit-elle de maintenir sa position concurrentielle dans le contexte économique actuel? Tu y as un peu répondu tout à l'heure déjà, mais j'ai répondu. Tu peux préciser un peu. La BOA Burkina Faso, et si on a ces résultats, c'est grâce à un personnel aussi dynamique et motivé qui fait le job. Donc, outre ça, il y a les actions commerciales sur lesquelles nous mettons l'accent, la proximité, et tout ça là joue et donne des résultats. Donc, malgré le contexte difficile, ces actions vont être poursuivies pour maintenir, disons, les résultats et vous servir davantage de dividendes. Voilà ce que je veux dire. Et puis tu as MyBOA. Est-ce qu'il y a une autre question, d'autres questions? On boucle ici. Bon, bah écoutez, il nous reste à vous remercier d'avoir assisté donc à cette 8e présentation, et puis on vous donne rendez-vous en 2025 pour la 9e. Il y a donc un petit cocktail qui vous attend là-bas, et puis tous mes collègues sont à votre disposition pour échanger autour d'un verre, et vous pouvez continuer donc à leur poser des questions. Merci à toutes et à tous. Bonsoir.
Merci.